Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes au cœur de l'été, voici le sommaire de ce journal estival. Le NMNM accueille le public cet été, que ce soit à la Villa Paloma ou à la Villa Sauber, avec de nombreux ateliers pour tous les âges. C'est ce que nous expliquera notre premier invité, le responsable des publics, Benjamin Laugier. Qu'est-ce qui peut être plus rafraîchissant qu'une bonne glace? Honnêtement, pas grand-chose. Nous essaierons dans cette édition, et à mon avis on va y arriver, de vous mettre l'eau à la bouche. Apprendre à nager est primordial, surtout lorsque l'on habite comme ici sur un littoral. Eh bien, nous irons à la piscine du Port Hercule, où vous verrez, apprendre à nager y est une véritable institution depuis de nombreuses années. Mi-juillet, de terribles inondations sont survenues en Belgique et dans l'ouest de l'Allemagne. Notre deuxième invité, le ministre conseiller auprès de l'ambassade de Monaco en Allemagne, sera avec nous. Lorenzo Ravano reviendra sur cette tragédie et sur la situation sanitaire outre-Rhin. Et enfin, nous vous présenterons le nouveau projet de Jean-Charles Vinage. Ce photographe part tout au long de cet été en expédition en Méditerranée pour étudier les cétacés en vue d'une exposition, de l'apparition d'un livre et de la réalisation d'un documentaire. Allez, on reçoit notre premier invité, le responsable des publics du nouveau Musée national de Monaco, Benjamin Laugier. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous proposez cet été pour les visiteurs au NMNM? Cet été, nous proposons de nombreux ateliers pour le jeune public déjà, qui se sont déroulés au mois de juillet. Et pour le mois d'août, ce sera des ateliers les week-ends pour la famille, les samedis notamment, et tout le week-end pour ceux qui souhaitent faire des jeux de piste dans les jardins des deux villas. Quels sont les retours de l'exposition? Alors déjà, la Villa Sauber consacrée à la bande dessinée. Le titre, c'est Dans le secret des collections de bande dessinée, c'est ça? Quel est le retour? On a des retours très positifs d'un public qui est devenu plus international depuis le début du mois de juillet, évidemment, avec plus de touristes, mais aussi d'amateurs d'art qui sont venus grâce à la foire Art Monte Carlo mi-juillet. Des retours très positifs de gens qui sont curieux de découvrir la bande dessinée qui n'est pas habituellement présente dans des expositions muséales et qui là aujourd'hui s'ouvre à un public plus large aussi pour nous. Et du côté de la Villa Paloma, la sirène, elle attire du monde? Oui, on a des visiteurs qui là aussi viennent d'un peu partout et qui sont curieux de découvrir avec un regard d'enfant ou d'un regard d'amateurs d'art cette exposition de cet artiste japonais qui a parcouru de nombreux espaces avec cette sirène et aussi avec d'autres éléments qui viennent composer l'exposition, d'autres histoires qui viennent composer cette exposition. Alors je voudrais que l'on revienne sur les différents ateliers. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux jeunes, aux enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au musée? Les ateliers du samedi, qui sont des ateliers en famille en réalité, où les enfants qui sont âgés entre 7 et 12 ans peuvent venir à la Villa Paloma ou à la Villa Sauber, découvrir des activités avec nos médiatrices qui proposent des activités en famille. Et si les familles souhaitent venir en autonomie et visiter les jardins des villas, c'est possible également avec les jeux de piste que nous proposons tous les week-ends. Il y en a pour tous les âges? Oui, tout à fait. Il y en a pour les petits et pour les grands. Les grands qui souhaitent également se rendre à la Villa Paloma ou à la Villa Sauber tout au long de l'été, il y a différents rendez-vous. Regardez voir également chaque mardi, chaque dimanche, entre midi et 2 le mardi et tout le dimanche, pour venir rapidement visiter l'exposition, avoir un point de vue sur l'exposition qui soit davantage d'après des questions scientifiques ou des problématiques plus philosophiques par exemple, et de découvrir l'exposition en quelques minutes. C'est également la possibilité de participer aux nocturnes de la Villa Paloma le jeudi 26 août prochain, avec une projection en plein air à partir de 21 h d'un portrait intitulé Cons, qui est le portrait d'un collectionneur complètement original et singulier, qu'a réalisé ce réalisateur italien, primé au dernier FILAF, le Festival international du livre d'art et du film de Perpignan, avec lequel on initie un nouveau partenariat à partir de cet été. Alors je veux faire participer mes enfants à des ateliers, qu'est-ce que je dois faire? Je réserve, comment ça se passe? Vous vous adressez effectivement à l'adresse email public@nmnm.mc et on vous confirme l'inscription en un clic. Que peut-on dire de la rentrée et des futures expositions de prévues? À la rentrée, les deux expositions en cours auront toujours cours jusqu'à la fin du mois de septembre. Et puis nous rouvrirons les deux espaces à la fin du mois de novembre et mi-décembre avec deux nouvelles expositions. Une à la Villa Paloma autour des collections du nouveau Musée national de Monaco et à la Villa Sauber à partir du mois de décembre autour de Monaco-Alexandrie
qui se tiendra à la Villa Saubert à partir de la mi-décembre. Voilà ce que l'on pouvait dire du NMNM et puis des ateliers possibles pour les enfants. Benjamin Logier, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, avec plaisir. Et cet été, avant ou après une visite au musée, manger une bonne glace, ça s'impose. Juliette Rappert va vous donner quelques idées de dégustation dans ce reportage. J'ai pris une glace parce qu'il fait chaud, vraiment très chaud et elles sont vraiment très bonnes ici. J'ai pris une glace aujourd'hui parce qu'il fait super chaud et j'avais besoin de me rafraîchir. Il n'y a que ça qui rafraîchit, puis elles sont bonnes, elles sont tout. C'est un des plaisirs de l'été. Il fait chaud à Monaco et quoi de mieux que de se rafraîchir avec une bonne glace place du marché. Vous en aurez pour tous les goûts. Chocolat, yaourt, mangue, banane. Chez Santo Gelato, on compte en kilos de glace. On vend pas mal de kilos de glace par jour, sachant qu'à peu près on a des parfums best-sellers comme le Choco Pop, on en vend à peu près 9 kilos par jour parfois. Donc si on fait ça x 32, parce qu'on a 32 parfums l'été, ça fait déjà pas mal de glace. Après, tout dépend des jours, mais c'est vrai que le samedi, dimanche, on vend beaucoup de glace et on a pas mal de personnes qui viennent toute la journée au glacier, sachant qu'on est ouvert de 9 h jusqu'à minuit. Donc on voit beaucoup de monde pendant ces heures-là. 9 kilos de glace x 32 parfums, c'est 288 kilos de glace vendus par jour en moyenne, ce qui reste un très beau chiffre pour cette saison particulière. La saison pour nous, pour l'instant, se passe assez bien. Il y a un petit peu moins de touristes, comme on a pu remarquer. On a beaucoup de touristes européens, français, anglais. Les touristes qui viennent de plus loin, malheureusement, ils ne sont pas encore là cet été. Mais c'est pas grave, on a de la chance de travailler beaucoup avec les locaux, les gens de Monaco et autour de Monaco. Donc on fait nos journées et on est très contents malgré tout de la saison. Locaux ou touristes peuvent déguster des glaces, mais aussi des verrines, des biscuits glacés dans ce commerce de famille, présent depuis 30 ans en principauté pour vous faire rêver avec la star de l'été, la glace. Ça donne envie. Une autre façon de se rafraîchir cet été, la baignade. Pour cela, il est indispensable, voire vital, de savoir nager. Et bien, dès le plus jeune âge, des leçons de natation sont dispensées dans plusieurs piscines de la principauté. Coup de projecteur dans ce reportage au stade nautique Régnier 3, autrement dit la piscine du Port Hercule. Reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. C'est ce que l'on appelle se jeter à l'eau au sens propre du terme. Ces jeunes enfants ont rejoint leurs maîtres nageurs respectifs. Savoir nager est essentiel pour éviter les noyades, mais aussi pour que l'eau devienne un vrai plaisir. En règle générale, on commence par travailler la respiration, puis après on travaille la flottaison, il y a les immersions, propulsion. Et tout dépend en fonction de la progression de l'enfant. En fait, on travaille de manière ludique. On a du matériel, des frites, des planches, des cerceaux qui vont dans l'eau pour faire l'immersion par exemple. Et tout dépend des enfants, vu qu'on a un public assez hétérogène. Voilà, on adapte vraiment nos séances à chaque enfant. 2000 à 2200 leçons sont données ici au cours de la saison estivale et en ce début août. Succès aussi pour cet été 2021. Environ 240 cours ont été dispensés par chacun des maîtres nageurs. Il y a des créneaux horaires réservés aux leçons. Dans la journée, il y a quelques créneaux qui sont possibles pour faire des leçons, donc en fonction du nombre de maîtres nageurs, parce qu'avant tout, c'est quand même la sécurité du bassin qui m'importe. Donc on en recrute 12 maîtres nageurs à la saison. Donc dans les maîtres nageurs, il y a des BESAN qui sont aptes à donner des leçons et des BNSSA qui, eux, sont en surveillance. Donc en fonction de leur planning, on organise pour qu'ils puissent donner des leçons. Difficile d'avoir un pourcentage exact, pourtant une chose est sûre à Monaco, des générations et des générations d'enfants ont appris à nager ici, une véritable tradition pour certains. Depuis plus de 50 ans, depuis que la piscine a été rénovée, puisqu'elle est dans cette configuration depuis plus de 50 ans, la mairie de Monaco s'attache, avec le service des sports qui organise ça de la plus belle des manières, à pouvoir offrir à la population, en particulier aux jeunes, aux enfants, le moyen d'apprendre à nager dans cette magnifique piscine. Et comme apprendre à nager peut se faire toute l'année, la mairie propose aussi l'hiver des cours à la piscine Saint-Charles. Preuve d'ailleurs de l'importance de savoir nager, l'ONU a fixé pour la première fois cette année une journée mondiale de la prévention contre la noyade. Elle a été organisée le 25 juillet dernier. Nous retrouvons Julia Vial, bonsoir. Une nouvelle recrue est arrivée à l'AS Monaco FC pour étoffer un peu plus encore le groupe rouge et blanc.
Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. C'est le Brésilien Jean Lucas qui est arrivé en principauté. L'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour son transfert. Le milieu de terrain de 23 ans compte 67 matchs au plus haut niveau entre l'élite brésilienne et française. En prêt depuis janvier dernier au Stade brestois, sa capacité à se projeter facilement vers l'avant et sa vision du jeu lui ont permis de réaliser une demi-saison pleine en Bretagne. Il a contribué par la même occasion au maintien de Brest en Ligue 1 Uber Eats. Il est désormais lié avec les Rouges et Blancs jusqu'au 30 juin 2026. Le mercredi 8 septembre, le stade de la Turbie Village affichera complet avec le grand retour de l'école de foot. Les enfants nés entre 2013 et 2016 sont attendus le 8 septembre à partir de 13h45 Fabien et les sessions de reprise dureront jusqu'à 17h. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet de l'AS Monaco pour savoir avec plus de précision les horaires en fonction de la catégorie d'âge. Merci Julia pour ces infos sportives. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de recevoir notre deuxième invité. Nous partons en Allemagne. Lorenzo Ravano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre conseiller auprès de l'ambassade de Monaco en Allemagne. Je voudrais avec vous que l'on revienne sur plusieurs points. Déjà, la tragique inondation mi-juillet dans l'ouest du pays qui a fait plus de 180 morts. Comment l'avez-vous vécu sur place ? Ça a été un véritable choc, une véritable prise de conscience dans un deuxième temps, tant par la population allemande que par le gouvernement et les partis politiques allemands. L'Allemagne avait connu par le passé 2 ou 3 autres phénomènes d'inondation relativement déjà considérés comme graves, mais avec un bilan beaucoup moins lourd concernant les pertes humaines. Aujourd'hui, on se retrouve avec un bilan d'environ 185 morts, toujours plus de 20 personnes disparues, des villages complètement dévastés, un besoin d'urgence de retrouver une vie normale, 200 000 foyers qui ont été coupés d'électricité. Donc les Landes, les deux qui sont les plus touchés, ainsi que le gouvernement fédéral, ont promis donc une aide de suite. L'armée a également été appelée. Un fonds spécial pour les catastrophes naturelles va être discuté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Et l'Allemagne fera également appel vraisemblablement au Fonds européen pour le nettoyage et la reconstruction des infrastructures le plus rapidement possible. Et à cela se rajoute la crise sanitaire. Quel est le constat actuel en Allemagne ? Est-ce que comme en France et à Monaco, le nombre de cas positifs repart à la hausse ou est stable ? Comment ça se passe ? La 4e vague en Allemagne n'est pas encore arrivée, si je puis dire, à mesure où les chiffres montrent encore relativement bas et les Allemands actuellement sont en vacances. Ouais. Donc, ce qui est à craindre, ce sera le retour des Allemands. Oui. Le retour des Allemands, en particulier des zones qu'ils préfèrent, comme l'Espagne, la Turquie, la Croatie, les Pays-Bas, la Grèce, tous ces pays qui malheureusement aujourd'hui connaissent une recrudescence des cas. Donc le gouvernement est déjà en train de mettre en place un certain nombre de mesures pour août et septembre surtout. Est-ce que comme en France, il y a un acharnement sur les réseaux sociaux anti-pass sanitaire ou anti-vaccin ? Oui, il y a effectivement toute une partie de la population qui est réfractaire, qui n'a pas envie, qui peut-être ne se rend pas bien compte ou qui peut-être juste par esprit de liberté souhaite manifester contre les ports de masques, contre la vaccination. Néanmoins, sans une preuve de vaccination ou un pass sanitaire, le nombre d'activités que nous serons amenés à faire sera restreint comme partout ailleurs. Pour parler de l'ambassade, est-ce que cette crise sanitaire a changé le fonctionnement de l'ambassade de Monaco en Allemagne ? Comment vous travaillez ? C'est en présentiel, c'est en distanciel ? Comment vous travaillez ? Avec l'apparition de la Covid, toutes les activités bilatérales se sont stoppées net, au profit, je dirais, entre guillemets, d'un suivi plus accru des activités multilatérales via des plateformes vidéo, ce qui pour nous est un avantage puisqu'étant basé à Berlin, il nous était difficile de pouvoir suivre toutes les réunions. Donc l'ambassade a travaillé, je dirais, via vidéo essentiellement pendant les périodes
de pandémie aiguë. Donc télétravail, toujours en ayant évidemment une permanence à l'ambassade. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes revenus un peu plus au bureau puisque la majeure partie du personnel a pu être vacciné. Et quel a été le travail que vous avez dû effectuer pendant cette crise sanitaire avec les ressortissants monégasques sur place en Allemagne, en Autriche ou en Pologne? Est-ce qu'il y a eu des situations particulières? Oui, absolument. Il y a eu des situations particulières de ressortissants ou de résidents qui souhaitaient revenir en principauté. Au début, il y a eu un moment un peu de panique, on va dire, où les gens avaient un peu peur ensuite d'être bloqués dans un autre pays. Heureusement, nous avons très souvent pu compter également sur notre réseau de consuls honoraires. Donc, on a pu compter sur eux et on a effectivement pu rapatrier quelques cas qui étaient assez urgents, même, je dirais. Et ça fait partie effectivement d'un aspect du travail auquel nous n'étions peut-être pas confrontés auparavant. Lorenzo Ravano, merci de nous avoir fait ce point sur l'Allemagne et sur l'ambassade de Monaco en Allemagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Julien, on vous retrouve comme promis et vous allez nous donner les chiffres du dépistage de la semaine. Le gouvernement princier a effectivement, Fabien, communiqué les chiffres relatifs au dépistage. 6 904 tests PCR et antigéniques ont ainsi été réalisés en principauté entre le 26 juillet et le dimanche 1er août. 3,36% de ces tests étaient positifs. Le taux d'incidence sur le Rocher s'élève donc à 276,40 pour 100 000 habitants, soit une augmentation tout de même par rapport à la semaine dernière. Chaque mois, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques publie l'Observatoire sur la crise sanitaire. Il contient des informations intéressantes sur la vaccination et son impact sur les cas positifs. Dans cet observatoire, l'IMCE rappelle que la vaccination a commencé le 31 décembre 2020 et que seul le vaccin Pfizer est toujours administré. Depuis le 10 juin dernier, la vaccination est ouverte à tous les résidents monégasques âgés de 12 ans et plus. La répartition des vaccinés augmente d'ailleurs en fonction de l'âge. Ainsi, 4,6% des 18-34 ans sont vaccinés contre 23,9% des 75 ans et plus. L'étude révèle également en détail l'impact positif de la vaccination. Elle permet de réduire considérablement la contagiosité et diminue les formes graves de la maladie. En bref, cette étude relate l'importance d'aller se faire vacciner pour lutter contre la Covid-19. Je vous invite à aller d'ailleurs sur le www.imc.mc où vous avez une multitude d'informations concrètes sur ce dossier vaccination en principauté. C'est très intéressant. Merci Julien, on vous retrouve pour la météo. Allez, on prend le large pour parler du prochain projet d'un photographe bien connu en principauté, Jean-Charles Vinage. Projet sur l'étude des cétacés en Méditerranée. Entre expositions, livres et documentaires, voici le reportage de Vanessa Dessy. Alors que la nature reprend ses droits en plein confinement, au moment où l'activité humaine est à l'arrêt en Méditerranée, Jean-Charles Vinage se penche sur un projet qui le sort de sa zone de confort. Au travers de son association Live Together, il souhaite sensibiliser à la préservation des cétacés. Habitué plutôt à la terre, le photographe décide de prendre le large en s'entourant d'une équipe de scientifiques, mais également de skippers, plongeurs vidéastes, photographes et opérateurs drone. En mer, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de regarder. C'est de tout le temps observer. Donc on fait des quarts à 5, chacun avec des azimuts, et on observe aux jumelles, on observe à vue. Donc on a eu la chance de voir à 40 nautiques de Monaco une douzaine de rorquals. Et puis grâce à une équipe de bioacousticiens que nous avions sur le bateau, Hervé Glotin, Marion Poupard du CNRS de Toulon, on a pu trouver, grâce à des hydrophones, de la bioacoustique, un cachalot dans le Var. Et donc on a pu aller à sa rencontre, ce qui nous a permis à la fois d'enregistrer des sons, de l'identifier et de le localiser. Chaque expédition est unique, les cétacés peuvent se présenter sur le chemin des scientifiques, alors que certains jours, leur priorité est tout autre et rien ne se passe à la surface. Ils sont les maîtres du jeu et la météo peut également jouer des tours.
C'est la nature qui décide de tout, hein, parce que la mer, ça peut être un oasis ou un désert. On a rencontré des vents de 38 nœuds, des creux d'1,60 m. Partant de là, bosser, c'est impossible. Ça nous a permis de se mettre au mouillage à Port-Cros. Ça nous a permis de contacter 2 personnes qui sont à l'origine du REP7, c'est-à-dire le fameux logiciel qui permet de limiter les risques de collision entre les grands bateaux et les grands cétacés. Fred Capoulade et Pascal Mayol, parce que Fred, à l'époque, quand il était commandant à la SNCM, il a percuté avec un NGV un rorqual et ça l'a complètement traumatisé. Donc voilà, nous aussi, on fait avec ce que la nature nous donne, quoi. En septembre, une nouvelle expédition se prépare en collaboration avec le célèbre océanographe François Sarano. Puis un documentaire de 52 minutes sera présenté à l'occasion du 61e Festival de télévision. Passons aux prévisions météorologiques, pas vraiment clémentes pour ce mercredi, Julia. Il fera gris, Fabien, toute la matinée en principauté. Concernant l'après-midi, des orages et des averses sont attendus. 25 degrés de maximale pour les températures. Bref, ça ne sera pas vraiment la plus belle journée de l'année. Le 4 août, nous fêtons les Jean-Marie en l'honneur de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, mort en 1859. Et en 1929, Jean-Marie Vianney a été nommé par Pie XI patron de tous les curés de l'univers. On se quitte comme d'habitude avec les photos du jour, signées Stéphane Dana, consacrées au reportage que nous vous avons diffusé précédemment. Et c'est rafraîchissant pour cette fin de journal, les cours de natation donnés à la piscine du Port Hercule. Merci pour votre fidélité. On se retrouve avec un grand plaisir demain à 19 h. À très bientôt. Au revoir.